C'est la suite de ce plateau sur Assurance TV consacré au contrat responsable avec un titre contrat responsable, vers un nouveau modèle, opportunité défi pour les acteurs de l'assurance. Vous avez probablement suivi la première séquence. Nous continuons nos échanges et nous remercions Xavier Foncarny-Ribes de nous avoir rejoints sur le plateau. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Luc. Vous pouvez présenter en 30 secondes votre entreprise et ce que vous faites également? Moi, je suis directeur général adjoint de la France Mutualiste. Et la France Mutualiste, je crois qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'innovation et de responsabilité. Et je crois que c'est un bon exemple parce que c'est une idée qui est née il y a 133 ans de quelqu'un qui s'est dit « je veux avoir un impact avec responsabilité et innovation sur la société » et qui a créé une structure d'épargne, de mutualisation d'épargne et qui continue aujourd'hui à se développer sur ces principes-là. Et on a la chance d'être adossé au groupe Malakoff Humanis. D'accord, vous êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines. On va parler aussi de notre sujet, vu par le prisme des ressources humaines. Bonjour Jérôme. Jérôme de Moteur, vous êtes directeur des partenariats d'Almeris. Quelques mots peut-être, si vous avez envie? Oui, alors Almeris, c'est un des principaux opérateurs de tiers payants en France. On a plus de 15 millions de bénéficiaires de Français qui utilisent nos services. Le tiers payant, c'est la première solution pour accéder aux soins. Et nous nous sommes développés dans les 20 dernières années sur plusieurs dimensions. Une dimension bien évidemment industrielle et technique et aussi une dimension d'innovation. Et on parlera de la prévention qui, je crois, est un des thèmes centraux de la table ronde. C'est un de nos sujets. On a commencé à évoquer effectivement le contexte du contrat responsable en général et effectivement la possibilité de faire de la prévention dans le cadre du rapport qu'on a cité en première partie de la CNAM de début juillet. On va parler aussi de prévention dans l'entreprise, puisque ça concerne les salariés, les collaborateurs. Xavier, question bête, excusez-moi, l'entreprise a vraiment un rôle actif dans la prévention pour ses collaborateurs? L'entreprise a un rôle fondamental. On l'a évoqué, il y a quand même un désengagement de la société, en tout cas des collectivités, sur l'accompagnement en termes de santé. Et donc la responsabilité, elle revient à l'employeur. Moi, j'ai rejoint la France Mutualiste il y a 2 ans en tant que DRH. La France Mutualiste fonctionne très bien, marche très bien, il y a de très bons résultats. Et je me suis dit, le meilleur moyen de constituer l'engagement des collaborateurs, c'est de proposer la meilleure complémentaire santé. Alors naturellement, je me suis rapproché de Malakoff Humanis et qui m'a proposé une des meilleures solutions. Et pour moi, une des meilleures solutions, c'est vraiment donner aux collaborateurs la preuve qu'on les considère comme parents, on les considère comme aidants, parce qu'on leur donne le meilleur soutien possible pour les frais de santé au sein de leur famille. Aujourd'hui, moi, j'ai des collaborateurs qui viennent me dire on n'avait pas forcément compris au départ ce que vous étiez en train de faire, mais aujourd'hui, j'en vois l'impact et c'est extrêmement important pour l'optique de ma fille, pour le dentaire de mon mari, etc., etc. Donc oui, il y a un vrai sujet qui est autour de la complémentaire santé et qui est une base du socle social. Et quand une entreprise va bien, c'est normal qu'elle accompagne le mieux possible ses collaborateurs. Avec cette notion de responsabilité aussi qu'il faut évoquer de l'entreprise, de l'employeur sur la santé de ses collaborateurs. Isa, vous voulez rebondir peut-être sur l'enjeu? On a beaucoup parlé prévention dans cette première partie, mais on va continuer d'en parler, c'est un élément important de différenciation dans les contrats complémentaires santé. Bien sûr, et puis la prévention, souvent on mettait un peu une définition avec de l'assistance à l'époque, et qui n'était pas très lu ou très vu, visible sur un contrat. Aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, un pilier fort. Et nous, en santé visuelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment axé sur, et on a accéléré sur la santé visuelle des salariés, par exemple, celle des enfants aussi, puisque on a été pionnier sur un chantier, et merci aux institutionnels, merci aux payeurs que la Sécu et également les complémentaires santé qui ont apporté justement un zoom sur des problématiques de santé publique comme la myopie chez l'enfant. Et nous, aujourd'hui, on souhaite vraiment familiariser, adopter le meilleur des comportements en entreprise via la DRH, le DRH, via également des courtiers qui recherchent des solutions innovantes pour pouvoir capter du client et faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée à rendre du service concret tous les jours pour ses salariés. Donc voilà. Pour ses collaborateurs. Je rebondis sur ce qu'a dit Xavier. La complémentaire santé fait partie du pacte
social. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis des collaborateurs, puisqu'une récente enquête de début septembre, réalisée par Ipsos, sur 1500 salariés, précise que 86% des salariés estiment que l'entreprise doit jouer un rôle déterminant. Le mot est important dans la prévention, en particulier de l'absentéisme et aux maladies graves, plus encore. Et 87% pensent que leur entreprise devrait investir davantage dans leur santé. Jérôme, je vous laisse compléter. Oui, la prévention d'un point de vue général. Alors, la prévention d'un point de vue général, d'abord, c'est un immense enjeu. La CNAM l'a dit, la prévention, c'est la grande cause décennale. Si la CNAM le dit, alors... Oui, ils ont quand même un peu réfléchi pour plusieurs raisons. La première, c'est que 70% de l'augmentation des dépenses de santé proviennent des maladies chroniques et des ALD dans les 4-5 dernières années. Ensuite, vous savez, le coût pour la collectivité d'une ALD, c'est de l'ordre de 10 000 euros par an, contre à peu près 1 200, 1 500 en moyenne pour celui qui n'est pas en ALD. Donc le passage en ALD, le passage en maladie chronique est un enjeu absolument considérable dans les 10 prochaines années, et ça va concerner bien évidemment les régimes obligatoires, mais aussi les complémentaires. Et donc tout le débat, ça va être quel rôle des complémentaires pour relever ce défi. Dans le contexte actuel où nous n'avons pas beaucoup de données, dans un contexte où on peut quand même réaliser des choses, et c'est tous les enjeux des complémentaires aujourd'hui et d'une plateforme comme la nôtre. Il y a des sujets, Isa Bouglim l'évoquait, l'optique, la complémentaire santé a un peu plus la main quand même, et donc effectivement elles peuvent être un peu plus acteurs de la prévention. Alors, c'est très simple. Vous prenez l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, ça fait 50% pour les jargons de la couverture complémentaire de la prime pure. Bon. Et donc, on a un rôle particulier dans ce domaine-là. Le rôle particulier en matière optique, qui est près de 20% du prix d'une complémentaire, c'est de voir est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre le produit et le besoin du patient. Nous, on est absolument persuadé que l'opticien et le colloque singulier entre l'opticien, j'ajoute aussi l'ophtalmo et le patient, est décisif. Le tout est de bien informer et de bien indiquer un certain nombre d'éléments. L'élément que tout le monde connaît, c'est les verres de freination de la myopie, qui sont une véritable révolution. Qui sont une nouveauté, hein ? Qui sont une nouveauté, qui sont une révolution pour éviter cette épidémie de myopie que tous les pays d'Asie tsunami, disent certains. Tsunami, absolument. En utilisant bien un terme d'Extrême-Orient, c'est tout à fait le cas, puisque tous les jeunes de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud-Est étaient très... dans les écoles, avec des écrans, avec des portables, bien avant nous, et ils ont constaté à la fois cette épidémie, et ils ont aussi constaté qu'on pouvait la freiner, et c'est les fameux verres de freination de la myopie. Et là, on ne peut que se féliciter que la HAS, que le CEPS, que les pouvoirs publics, in fine, ont considéré les verres de freination de la myopie comme un enjeu de santé publique. Et on ne peut que se féliciter que les régimes obligatoires et les régimes complémentaires pour une catégorie d'entre eux, ont pu mieux rembourser, mieux diminuer le reste à charge et pouvoir permettre aux patients d'être complètement solvabilisés. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à un verre lambda et un verre de freination de la myopie qui est beaucoup plus technologique, beaucoup plus sophistiqué, on arrive à des restes à charge à peu près similaires. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un véritable progrès et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et donc, à la main des complémentaires santé, totalement. En tout cas des acteurs qui peuvent travailler ensemble pour ce sujet. Certains parlent d'une banalisation des offres santé, des complémentaires santé. Elles se ressemblent toutes, enfin en tout cas on a l'impression quand on n'est pas un technicien de l'assurance santé, qu'elles soient pour les particuliers ou pour les entreprises. Ne faut-il pas accélérer l'innovation en termes de complémentaires santé, de prévention santé dans les contrats complémentaires santé ? Les courtiers, ils ont quand même un rôle important, Jérémy, à jouer dans cette capacité peut-être d'innovation. Oui, évidemment.
On crée des produits dans mon groupe depuis longtemps, notamment en santé individuelle. On a pu constater que aujourd'hui, notamment pour les personnes seniors qui sont touchées par le contrat responsable, parce que c'est notre spécialité, il y a une standardisation, il y a une banalisation. Donc vous confirmez Je confirme, mais c'est aussi vrai sur les régimes collectifs. Par ailleurs, déjà moi je félicite l'innovation d'Oya sur MyoSmart, mais je pense qu'il faut aller plus loin encore que ça. Je pense que vous connaissez le premier assureur américain, celui qui a défrayé la chronique parce que son président s'est fait assassiner dans la rue. Quand on voit en fait ce qui se passe de l'autre côté, la réalité c'est que cet assureur-là, il est en capacité d'aller très loin dans la prévention puisqu'il a la data, ouais. Il a la capacité d'analyser parfois jusqu'à des molécules puisqu'il a absolument tout. Et donc, ce qui n'est pas le cas en France. Non, ce qui n'est pas le cas en France. Mais qu'on peut regretter peut-être, ce que certains regrettent. Il faut prendre conscience qu'on est dans un monde qui bouge, avec des gens qui avancent. Et la réalité, c'est que c'est par ce biais réel que cet assureur prend une place absolument considérable sur son marché et que demain, la prévention telle que eux ils l'envisagent sera efficace. Donc je pense que dans nos pays latins, on a encore beaucoup de progrès à faire sur ces éléments-là, que de toute façon on va s'approcher d'un modèle à bout de souffle pour lequel il faudra envisager des ruptures. Est-ce que nous, les courtiers, on aura un rôle à jouer en termes d'innovation en partenariat avec les assureurs, les réassureurs et au profit et au bénéfice des assurés, quels qu'ils soient, seniors, non salariés ou entreprises? La réponse est oui. Tout va dépendre de la conviction des uns et des autres. Vous le souhaitez en tout cas? Je l'appelle de mes voeux. Vous l'appelez de vos voeux. Et vous, Jérôme, vous voyez ce changement peut-être accéléré par les déficits structurels, systémiques même, je dirais, d'une année sur l'autre de la CNAM? Si vous voulez, le problème est bien connu. Nous avons une croissance des dépenses de santé qui est largement supérieure à la croissance de la richesse moyenne du PIB de la France. Donc, mécaniquement, qui finance, comment on finance et comment on met un peu de raison dans tout ça. Il y a pas plus tard que hier, je rangeais quelques affaires dans mon bureau et je suis tombé sur le rapport du Haut Conseil pour l'assurance maladie de 2004. Tout est écrit. 20 ans après, rien n'a changé ? Rien n'a changé, strictement rien n'a changé. Les enjeux sont toujours aussi importants, aussi considérables. Et je vais vous donner juste un tout petit exemple pour lequel il nous est permis, je crois, d'espérer. Nous avons constitué une organisation, une cohorte de à peu près quelques milliers d'individus ayant une pathologie cardiaque lourde. 25% de taux de mortalité, etc. Le fait de les réunir, le fait de les associer, le fait de tester, ils se pèsent tous les jours pour voir s'ils font des œdèmes ou pas, le fait qu'ils appartiennent à une sorte de club avec évidemment des infirmières, régulatrices, etc., en lien avec les hôpitaux et les services de cardiologie, ça a permis deux choses. Petit 1, le retour à l'hôpital est passé de 100 jours à 200 jours. Le coût pour la Sécu, parce que c'est essentiellement des ALD, était amputé d'un tiers. Donc ça, c'est des résultats, des vrais résultats. C'est concret, ouais. Et je pense que il faudrait que toutes les ALD, toutes les maladies chroniques appartiennent à un club d'utilisateurs, entre guillemets. Un tiers de confiance, peut-être? Oui, c'est les alcooliques anonymes, on a connu ça. C'est le fait d'être, je suis avec des gens qui ont la même pathologie que moi, on peut échanger, on peut déjà... on peut mutualiser les datas? On peut mutualiser les datas, on peut faire des choses. Et c'est tellement, je crois, important que le fait même de rentrer dans un club d'utilisateurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, ça permet déjà d'avoir le sourire. Voilà. Si je peux me permettre, je vais parler d'un club utilisateur qui fonctionne pour peut-être un bon nombre d'entre nous ou de nos auditeurs. C'est regardez la dernière keynote d'Apple. La dernière keynote d'Apple, l'argument principal sur l'Apple Watch, qui est, on va dire, un outil de prévention santé absolument phénoménal pour tous les utilisateurs, c'est
que ça sauve des vies. Sauver des vies, c'est-à-dire que des objets connectés demain à des outils de complémentaire santé avec, pour une population qui est d'ailleurs certes senior, mais il y a aussi un monde du travail qui évolue et les jeunes, on n'en parle pas assez, ou les jeunes cadres, on n'en parle pas assez, pourraient largement, on va dire, parce que c'est eux qu'il faut intéresser en matière de prévention pour qu'on puisse les inciter promoteurs en plus, à être en meilleure santé demain. Ça optimisera à la fois les comptes de la Sécu et les comptes des assureurs. Bah, il est là, le club. Et il faut juste qu'on fasse évoluer nos mentalités, évoluer peut-être nos lois et nos systèmes d'information pour qu'à un moment donné, qu'ils supportent aussi cette capacité à... Comme on le disait sur le plateau suivant, les acteurs, en fait, se coordonnent et travaillent de concert. Xavier, dans le périmètre de l'entreprise, est-ce qu'il faut accentuer cette nécessité que la complémentaire santé vous apporte un univers serviciel préventif complémentaire? Absolument. Je pense que c'est important que chacun d'entre nous ait accès à l'information et les moyens de décider. Et effectivement, quand on a fait l'expérience que je partage aujourd'hui de changer de complémentaire santé, il y a 2 éléments qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Le premier, c'est l'accès à un second avis, c'est-à-dire que le second avis médical. Exactement. Il a le choix d'avoir un accès rapide et donc ça permet d'avoir un double éclairage et puis vraiment de pouvoir prendre sa santé en main avec le meilleur support. Et puis un autre aspect qui était de donner une enveloppe à chaque collaborateur, à chaque bénéficiaire, de 400 €. De 400 € annuels qui sont à la main du collaborateur, du bénéficiaire, pour choisir d'aller vers de la médecine douce, pour choisir d'aller vers des actions de prévention et même pour compléter certains médicaments qui ne sont pas pris en charge. Donc au final, ça fait un patient, un potentiel patient, qui a tous les moyens pour éviter que les choses se compliquent, qui a tous les moyens pour avoir l'information nécessaire. Et là, je pense que c'est un vrai acte de prévention. Et c'est l'employeur, c'est nous, qui avons choisi de donner ces options-là dans le contrat pour nos collaborateurs. Alors, on l'a déjà un petit peu dit dans la séquence précédente, mais il faut qu'il y ait un écosystème d'acteurs, en fait. Personne ne peut plus résoudre les problèmes dans sa ligne. Il faut un écosystème d'acteurs, assureurs, courtiers, grossistes, courtiers de proximité aussi, qui font remonter un petit peu les demandes du terrain. Il faut être unis pour apporter de la valeur et pour améliorer le parcours final du client, Jérémy. Ouais, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. Malgré les contraintes techniques que vous évoquiez précédemment, parce qu'il il faut avoir des outils, il faut avoir des accès. Chacun doit avancer à son rythme. La réalité, c'est que de toute façon, pour régler une problématique structurelle, comme on a pu déjà l'évoquer, il faut travailler en concertation avec toutes les parties, les assureurs, les organismes de tiers payants et évidemment les distributeurs. On arrive dans une période où la réglementation, de toute façon, va nous imposer cette transparence. Tout le monde connaît, en fait, FIDA et la réglementation d'Open Finance qui va arriver dans notre secteur. Globalement, ça a fonctionné au niveau bancaire. Ça a créé des écosystèmes et des acteurs qui ont fini par travailler tous ensemble au profit de ce consommateur. Donc je pense que notre secteur, à un moment donné de raison, va finir par se mettre autour de la table et au fur et à mesure des évolutions, des capacités, des volontés et des convictions des uns et des autres, comme je le disais tout à l'heure, on ira dans le bon sens. Il faut apporter de la valeur ajoutée, il faut la démontrer, cette valeur. Isa, c'est votre credo également. Il faut travailler ensemble, mais apporter de la valeur pour le client final, pour le courtier. L'exemple le plus concret pour nous, c'est que pendant 3 ans, on a discuté avec les pouvoirs publics, on a eu un dialogue constructif et on a pensé à des solutions équilibrées. Et on a pensé pour les assureurs, et on s'est appuyé de leur expertise, mais on a pensé au consommateur final, on a pensé à comment le courtier pouvait mettre en avant des solutions de santé visuelle, comment, tout à l'heure, c'est très intéressant d'entendre aussi comment le DRH, lui, peut apporter des solutions pratiques pour l'assurer, mais aussi sa famille. Donc, et bien évidemment, merci aussi Almeris d'avoir aussi toute cette batterie de data pour expliquer en quoi on peut économiquement gagner de l'argent en mettant un peu plus au pot pour des solutions qui sont innovantes, sans déstructurer, sans remettre en question le rôle du professionnel de santé et la santé du porteur final. Jérôme, Isa a prononcé un mot data. Vous me disiez il y a quelques jours, la data c'est bien, mais il faut de la data affinée. Il faut avoir accès à cette data affinée pour pouvoir effectivement adapter les parcours ou adapter les outils de prévention.
Je crois que le monde de l'assurance a démontré que depuis plusieurs années, la loi E20, toutes les garanties éthiques vis-à-vis de la CNIL, aujourd'hui, aucun assureur n'a été condamné pour avoir utilisé, abusé déjà des données. Ce qu'on peut constater, c'est que toute l'assurance vie bénéficie des données de santé par définition. La santé, on en a un peu, on en a en dentaire, on en a en optique, mais pour le reste, on n'en a pas du tout. Et c'est un vrai enjeu. Cela dit, moi, je suis persuadé que l'avenir appartient encore aux vrais entrepreneurs qui défricheront par eux-mêmes et qui arriveront à trouver la bonne solution parce que le bon sens s'imposera de lui-même. Direction, non. On est à quelques centaines de mètres de la Porte Maillot, hein, vous le savez peut-être pas. Se sont déroulées les journées du courtage. Il y a eu beaucoup de courtiers, énormément de courtiers. Jérémy, ça s'adresse typiquement à vous, la question que je souhaite vous poser. Le courtier, il a besoin d'une offre quand même qui ne soit pas la même que son petit copain d'à côté, non Évidemment. C'est très difficile, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on l'a déjà dit tout à l'heure, le courtier, il est dans un tunnel. Il vend les produits que le marché met à disposition. Donc, vu que le marché s'adapte à une réglementation très stricte qui impose un cadre spécifique, c'est difficile pour lui d'innover, surtout dans un contexte où le courtier de proximité n'a pas les moyens au sein de sa structure pour pouvoir innover sur les outils métiers qui apporteront le service différenciant vis-à-vis de l'assuré. Donc, il se repose sur des acteurs grossistes ou il se repose sur des compagnies d'assurance partenaires. Et c'est à nous, en fait, d'apporter ce plus en complément donc, des garanties spécifiques de complémentaire santé pour qu'ils puissent tenir une compétitivité sur le terrain. On arrive quasiment à quelques minutes près de la fin de cet échange. On va conclure et on va se reposer peut-être la question qu'on a déjà posée, mais en synthèse, c'est toujours bien de faire cet exercice. Ne faut-il pas du développement, de l'innovation dans les parcours assurés, salariés, des parcours plus intelligents, des parcours plus personnalisés, avec de l'expertise, de la proximité et des partenaires de confiance. Allez, qui se lance en premier, Jérémy ? Moi, je vais vous dire un truc. Ma conviction personnelle, après 25 ans de métier et 15 ans d'entrepreneuriat, il faut des choses pragmatiques. Il faut que les courtiers, ils aient des arguments concrets, tangibles, parce que la concurrence est féroce et attraper des clients tous les jours, c'est de plus en plus difficile. Je ne parle même pas de l'aspect réglementaire. Donc, en fait, il faut écouter le terrain, et c'est notre rôle, mais aussi le rôle des partenaires assureurs, parce qu'on travaille de concert, et il faut écouter ce qu'attendent les clients. Les clients, ils sont dans un cadre comme les courtiers, ils achètent ce qu'on leur propose. Et je pense qu'il y aura à un moment donné des entrepreneurs, et je suis d'accord avec vous, qui défricheront ce moment-là, où on arrivera à trouver des solutions alternatives innovantes qui répondront aux clients. Et le jour où cette vague arrivera, ça sera compliqué pour ceux qui seront en retard. Il faut repenser le modèle, il faut trouver la rupture. Vous l'avez déjà dit, je crois qu'on peut le redire dans la conclusion. C'est votre conviction. Xavier ? En rebond parfait. En tant que DRH, moi j'ai besoin d'avoir des parties prenantes autour de moi qui m'aident à vendre auprès des collaborateurs. Et d'en faire vraiment un élément de rétention, parce que j'ai jamais connu aucune entreprise qui attirait les meilleurs candidats parce qu'il y avait une bonne complémentaire santé, mais j'en ai connu beaucoup qui en faisaient un élément de rétention, parce que finalement, une fois qu'on y a goûté et qu'on voit qu'on est compris, ça fait vraiment la différence. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, aidez-nous, nous les DRH, à encore mieux vendre ces outils, ces produits à nos collaborateurs. Et c'est bon pour la santé de chacun des collaborateurs. Bien sûr, quand la santé est bonne, l'engagement est parfait. Jérôme ? Très rapidement, les enjeux futurs sont colossaux et les enjeux financiers sont parmi ces enjeux futurs certainement les plus importants. Donc l'innovation pour maîtriser, pour apporter de l'optimisation à tous les niveaux de notre système de santé va être absolument centrale. Moralité, je reboucle sur ce que je crois tout le monde autour de la table dit, c'est l'innovation qui correspond à un vrai besoin concret,
hein, un vrai usage, comme on dit dans le jargon, et c'est la clé de la réussite. En jouant peut-être un peu des coudes vis-à-vis des pouvoirs publics, laissez-nous un peu respirer. Bon, le contexte le permettra peut-être, on verra la suite. Isa, je vous laisse une dernière phrase pour ne pas répéter conclure. Tout ce que tout le monde dit. Mais c'est vrai qu'il y a des horizons qui sont économiquement incertains, entre guillemets, hein, mais il va falloir tous prendre la mesure des défis de demain. Et je pense qu'on est tous suffisamment bien alignés pour se dire qu'il y a une valeur ajoutée à tous travailler ensemble et à faire la meilleure des produits, des services, et tout ça dans un but de donner accès à la santé à tous, vraiment. C'est une formidable conclusion. En tout cas, merci d'avoir partagé vos convictions sur ce plateau. Merci à vous toutes. Merci Isa Bougli. Merci Jérémy Sebag. Merci Jérôme Nomotor. Et merci Xavier Fonkerny-Rib de votre présence ici. Merci beaucoup. À très bientôt sur Assurance TV. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.